Bienvenue sur Pause le podcast. Ici, on parle des expériences de vie que l'on s'empresse de partager et surtout celles que l'on n'ose pas. Une aubaine pour découvrir et redécouvrir les Africains et Afro-descendants influents dans leurs industries. On les a rencontrés pour vous. On y va? Ici Charles Matouba pour Pause le podcast. Aujourd'hui, nous avons un invité, comme d'habitude, la crème de la crème. Il est passé par des grandes boîtes internationales telles que Orange, International France. Il a eu un impact impressionnant sur la RTI et le développement digital. Aujourd'hui, il est à la tête de Canal+ Advertising. Nous avons l'honneur d'avoir au micro de Pause le podcast, Monsieur Saïfoulaye Koné. Salut Saïf. Bonjour Charles. Comment vas-tu? Ça va bien, merci. Écoute, je cite autant de achievements, comme on dit, c'est assez impressionnant. Alors, j'aimerais savoir, c'est quoi ta définition du succès? Pour moi, le succès, de manière littérale, c'est le résultat heureux d'une épreuve ou d'une entreprise ou de quelque chose qu'on s'est fixé. Donc moi, ma définition, je pense qu'elle est plus au niveau personnel. Parce que souvent, on se fixe des objectifs et on est très dur avec soi et on n'a pas le temps, des fois, de profiter du mouvement vers le bonheur, du mouvement vers le résultat. Donc pour moi, c'est la somme on va dire, de toutes les activités qu'on a pu entreprendre ou qu'on a pu se fixer afin de pouvoir atteindre un but et avec un impact, on va dire, sur le soi. Sur le soi? Sur le soi. Plus sur le soi que sur les autres? C'est-à-dire, quand on parle du soi, si ton objectif, c'est de justement pouvoir impacter les autres, en impactant, tu as un résultat sur toi, en fait. Voilà. Donc, et tu as une paix, tu as un bien-être, et pour moi, c'est ça le véritable succès. Il y a une boussole intérieure qui te permet de pouvoir savoir, avoir un niveau de satisfaction, un niveau de bienveillance vis-à-vis de toi, qui te procure une paix et qui te donne envie de pouvoir continuer. Ça, c'est ta définition à aujourd'hui, l'instant T? À l'instant T, oui. Bon. Étant plus jeune, c'était pas comme ça. Je sens beaucoup de sagesse, merci. beaucoup d'expérience, je présume, aussi. Mais avant, c'était quoi pour toi le succès? Le succès, il fallait forcément chercher à réussir. Je pense que il y avait une pression. Quand tu es beaucoup plus jeune, tu te poses des questions, tu te dis, est-ce que je vais y arriver? Est-ce que ça va fonctionner? Tu regardes un peu tes amis, tu regardes un peu la société en général, tu as des exemples. J'ai eu la chance, quand j'étais plus jeune, d'avoir échangé avec plus âgés que moi. C'est-à-dire que moi, j'avais un élément extrêmement important. Je me rapprochais de mon père, de mes tontons, des personnes qui, pour moi, étaient des modèles. Et puis, j'arrivais à échanger avec eux. Et je veux dire, la recette qu'il y avait, c'était qu'il fallait pouvoir se donner les moyens. Si tu avais envie d'être... et il y a un des anciens qui, pour moi, m'a vraiment marqué. C'est Zadi Kessi Marcel, l'ancien PDG de la CIE. D'accord. Qui disait qu'en fait, il disait, vous les jeunes, vous travaillez pas. Je dis, président, comment ça? Il dit non. Il faut travailler un peu plus. Quand tu ne comprends pas un sujet, il faut essayer de le comprendre, de l'étudier, et puis de faire en sorte que ça soit une leçon pour toi. Lorsque tu dois comprendre un peu, toi, tu es dans quoi? Tu m'as dit, tu es dans le marketing. Essaie d'être le meilleur, essaie de comprendre, essaie de lire, et ça m'a beaucoup touché, en fait. Et je me suis rendu compte qu'en réalité, il fallait, quand on dit travailler, c'est, on va dire, se projeter dans ce que tu faisais, et puis essayer de le comprendre. Mais vraiment, quoi, tu vois. Dans la profondeur. Tu vois. Et moi, ça m'a beaucoup aidé, je veux dire, d'être dans cet environnement-là. J'avais un directeur, d'ailleurs, qui est encore là, il s'appelle Didier Clark. Lui, il m'a donné sa recette. Il se levait la nuit à 4h30, parce qu'il était dans l'informatique et ça a évolué énormément. On était à Aviso avec pas mal d'amis, Isaac, les Marc-Antoine, je me rappelle un peu. Et il m'expliquait qu'il se levait à 4h du matin pour étudier ses dossiers, de manière à ne pas être dépassé. On était dans les années 2001-2002 et l'Internet était en pleine expansion. Donc au niveau technique, ça changeait tout le temps.
Et ça m'avait marqué, je me dis, mais si lui, il fait ça, pourquoi est-ce que moi, je sais pas de faire la même chose? Et c'est comme ça que j'ai commencé à, moi aussi, essayer de faire comme lui. Tu parles beaucoup d'investissement vis-à-vis de toi Mm-hmm. et tu as eu un entourage auquel est-ce que tu as eu accès. C'est pas trop tabou, justement, cette passation, entre guillemets, de bonnes recettes, de bons procédés Non. pour la réussite et le succès? J'ai parlé de mon père. Oui. C'était quelqu'un, quand il rit, mais tu l'entends à l'autre bout de la pièce, quoi. Ah ouais? Il était en même temps quelqu'un d'hyper intelligent, de très, comment dirais-je, méthodique. D'accord. Il avait de grosses habilités, mais il restait très humain. Mmh. Et ça, c'est des choses qui, moi, m'accompagnent aujourd'hui. J'essaie pas de reproduire, mais je sais que je l'ai en moi. Au-delà de tout et avant tout et après tout, ça reste l'humain. Ma mère, c'est pareil. Ma mère, c'était quelqu'un, père à son âme, qui n'est jamais capable de voir quelque chose de mauvais dans l'individu, quoi. Jamais? Jamais. Elle est c'est d'une bienveillance incroyable. Ça, c'est des valeurs qui m'ont fait comprendre. C'est pour ça que tu vois, quand on a commencé à parler, oui. Je te parlais de l'humain, oui. Parce que ça commence et se termine par là, quoi. Et toi, ça a été aussi ta pierre angulaire de vie, quoi. Quand on parle de succès, à chaque fois, moi, je ramène ça sur mes équipes. Il y a un livre qui a changé ma vie aussi. D'accord. Je sais pas si vous connaissez, enfin, forcément, tu connais. C'est Comment se faire des amis de Dale Carnegie. Oui. Je trouve que le titre en français est très réducteur. En anglais, c'est How to Make Friends and Influence People. Et ce livre-là, en fait, il m'a fait comprendre que le plus important, c'était l'autre. Quand tu échanges avec quelqu'un, souvent tu veux éblouir quelqu'un, donc tu es là, tu veux parler de toi. Alors qu'en réalité, tu as tellement à apprendre en l'écoutant. Donc, étant très jeune, j'ai eu cette chance-là de lire ce bouquin-là, et puis de pouvoir échanger avec plus âgés que moi. Et quand tu poses certaines questions, les gens s'ouvrent. Moi, je me rappelle, j'avais un tonton, il nous a quitté, ça s'appelait tonton Yves. Et lui, je veux dire, lui et son épouse, ils m'ont touché parce que c'était un moment où moi, je me posais plein de questions. Je me disais, mais voilà, je viens je trouve que les choses n'évoluent pas assez vite. J'ai envie de grimper les échelons et tout ça. C'est ça. Et ils m'ont dit, mais pourquoi tu te presses? Laisse les choses aller. Laisse, travaille, fais ce que tu as à faire. Et puis, quand tu seras prêt, tu vas voir que les choses vont évoluer. Tout vraiment de manière positive, sans forcer. Ne force pas les choses. Et j'avais pas compris ce qu'ils avaient dit, en fait, au moment précis. Je dis, oh, mais vous avez tout, c'est normal que vous disiez ça. Mais c'est simple de dire ça quand on est déjà plus ou moins arrivé. C'est ça. Et c'est là où ils ont eu l'idée de m'expliquer un peu leur vie aussi, qui n'a pas été forcément rose. Mais le point commun, c'est qu'ils n'ont jamais forcé. Ils n'ont jamais cherché à écraser quelqu'un pour monter. Ils n'ont jamais cherché à médire. Et je pense que ce qui est sorti de là, c'est une certaine paix, une certaine bienveillance, en fait. Et ça a été une de mes règles de vie qui fait que finalement, petit à petit, j'ai commencé à des fois me laisser porter. Par les choses, même lorsqu'elles n'allaient pas dans la direction que tu voulais. Exactement, ça veut dire se laisser porter, c'est accepter des fois que on a ce qu'on appelle le cercle concentrique dans lequel on peut pouvoir influencer. Ce cercle-là, c'est quoi? Ma réaction, ce que je vais te dire, mes émotions, voilà. Mais il y a l'autre qui est un peu plus large, des fois qu'on a envie de contrôler, mais qu'on ne peut pas. Je ne peux pas contrôler ton humeur. Je peux peut-être faire en sorte de t'arracher un sourire, mais ton humeur à toi, elle est à toi. Ou bien, comment est-ce que les choses vont se passer au niveau macroscopique? Ça dépend de beaucoup de facteurs qui, pour ma part, je ne peux pas l'influencer, en fait. Tout à fait. Donc, quand tu as compris ça, tu te concentres un peu plus sur ce que toi, tu influences, et pour le reste, tu laisses aller. Et tu as une conviction, c'est laquelle? C'est que quand tu crois vraiment fort en quelque chose, j'ai l'impression de parler à mon fils parce que je disais ça. C'est plus ou moins, tu as beaucoup de fils, tu as beaucoup de filles qui te regardent et qui t'écoutent. Moi-même, je suis ici, je t'écoute très attentivement. Quand tu crois et quand tu veux vraiment quelque chose, en fait, si tu te donnes les moyens de pouvoir te mettre sur cette voie-là, que tu as, on va dire, confié, parce que le côté spirituel, on n'a pas parlé, il est pas important. Il faut, je pense que chaque homme, chaque femme a besoin d'un socle spirituel sur lequel s'appuyer. D'accord. La conjugaison de ces deux choses-là, en général, permettent aux planètes en grille de s'aligner. D'accord. Et des fois, tu te retrouves au milieu de quelque chose que tu n'as pas forcément demandé, mais qui est hyper positif pour toi.
C'est ça, en fait. C'est ce que j'appelle, des fois, se laisser porter. Donc, toi, le bien-être, Mhm. c'est, si j'ai bien compris, Mhm. c'est cet aspect spirituel-là qui est assez fondateur pour toi, Exact. assez pilier, ainsi que poser des actions concrètes sur tes compétences, sur tes qualités, vraiment sur toi. Il y a beaucoup de gros mots, tu vois, aussi dans tout ça, et on comprend pas toujours ce que ça veut dire. D'accord. Travailler dur, ça veut dire quoi, travailler dur? C'est ça, le succès, qu'est-ce que ça veut dire? La réussite, qu'est-ce que ça veut dire? Impacter, qu'est-ce que ça veut dire? Et effectivement, il y a chacun a sa définition, mais dans le fond, qu'est-ce que ça veut dire? C'est une très très belle question. Chacun a sa propre définition. Et moi, tu vois, pour moi, plus tu t'affranchis du diktat de la société et que tu comprends ta place et ton impact, où tu vas, et plus tu en paix avec toi-même. Et plus tu agis, mais je veux dire, mais de manière vraiment propre. Tu vois, je viens vers toi. C'est pas parce que tu es célèbre ou bien machin. Non, c'est parce que j'ai envie de venir te voir. Tu es quelqu'un qui m'intéresse. J'ai envie d'échanger avec toi. J'ai eu une discussion avec une amie dernièrement qui me disait, mais toi, tu es trop souriant, tu es trop accessible, tu es parmi les patrons doivent être mystérieux, il faut... Et puis, voilà, machin, je dis non. Enfin, moi, ma définition, c'est pas... Il faut être soi-même d'abord, en fait. Si moi, ma personnalité, elle est souriante, moi, je suis jugé au résultat. Je suis pas jugé parce que j'ai serré le visage, j'ai voulu prendre la peau de quelqu'un d'autre. Et c'est souvent, tu vois, notre société, elle est vraiment jugée sur les apparences. Et bon, c'est comme ça en Afrique, c'est comme ça partout. Hein. Oui, mais le plus important, c'est de pouvoir s'en affranchir. On a eu une discussion vraiment forte. Hein. Elle me disait, oui, il faut que tu portes une Rolex, machin. Je dis, non. C'est pas ça, c'est pas toi. Non, c'est pas moi, parce que si je porte la Rolex, c'est pourquoi. Moi, je préfère porter une montre qui me plaît. Si cette montre-là, c'est une Rolex, bah, tant mieux. Il en soit ainsi. Voilà, mais je vais pas aller rechercher les codes afin d'être accepté dans la société. Je suis désolé, mais c'est pas comme ça. Dans la société de consommation dans laquelle on vit, ça fait partie des codes. Oui. Ça fait partie des codes fondateurs. Et si tu n'as pas certains codes, je parle même pas des codes de politesse ou par exemple, la manière dont on serre la main, la manière dont on s'assoit. Tu vois, je parle même pas encore de cela, mais vraiment tout ce qui est lié à l'apparence. Tu ne penses pas que ça forme un peu un petit plafond de verre que lui ou elle ne vient pas de là et que cette personne essaie de s'insérer dans cet espace-là? Ces codes-là, plus dans l'apparence, voilà, qui existent en fait. Je pense qu'il y a quelque chose de plus fondamental que cela. C'est la personne en tant que telle. Aujourd'hui, il y a des images célèbres qui se baladent sur Internet où tu vois des milliardaires qui sont habillés, mais de manière totalement... Je veux dire, j'ai eu la chance de rencontrer l'ancien DG de Twitter, pas Elon Musk. Celui d'avant. Voilà, je l'ai vu à Las Vegas. C'était à la convention de Las Vegas. Voilà. Le CES. Le CES de Las Vegas. Et ce monsieur-là, il avait fait un keynote. Et à la fin, je veux dire quoi, la moitié de la salle, en fait, était venue pour lui parler. Littéralement. Donc, on faisait la queue. Pour lui parler. Pour lui parler. Et quand je suis arrivé à son niveau, j'ai baragouiné dans mon anglais comme je pouvais. Voilà, je viens d'Afrique et tout ça. Voilà, je suis dans les médias et tout. On travaille beaucoup avec Twitter et vraiment, voilà ce que je pense, machin. Mais ce monsieur-là, qui était hyper important, je n'ai pas vu de Rolex sur lui. Je n'ai pas vu de signes extérieurs, vraiment, machin. De richesse. Il était d'une simplicité, mais le plus important, il a eu un impact fondamental sur moi. Au moment où j'étais en train de lui parler, ce monsieur, il a croisé les bras, il m'a regardé. On aurait dit que j'étais la personne la plus importante du monde pour lui à ce moment précis. Ça se trouve, il n'en avait rien à faire. Hein. Oui. Mais sa politesse et son humilité étaient tellement fortes que j'étais là et je parlais. Au bout d'un moment, j'ai eu peur, quoi. Je dis, non, go. Et puis, il rebondit sur ce que je dis, etc., etc. Et à la fin, il m'a serré la main pour me dire, ben voilà, en tout cas, vraiment continuez. C'est grâce à vous que Twitter s'étend et tout ça. Et c'est vraiment important, machin. Le pire, c'est qu'on a passé plus de temps ensemble que ceux qui ont fait 5-6 minutes. Voilà. Il a pris le temps de... Pour moi,
pour moi, c'est ça l'humanité. C'est des gens comme ça que j'admire, qui ne sont pas dans les apparences, mais qui sont dans la profondeur, dans le moment, dans l'instant, et puis dans l'impact qu'ils ont sur les autres. Parce qu'il m'a transformé. Quand je suis revenu, j'étais riche de tout ça également aussi. Ma manière de voir les choses avec mon équipe à Abidjan a évolué. J'ai touché mes managers qui, eux aussi, ont touché d'autres. Et je pense que c'est comme ça. On se communique des choses positives qui transforment petit à petit. On est bien loin de ces codes, machin, pour dire, ah, mais tiens, machin. Bon. Moi, j'aime les cigares, mais c'est pas pour me faire accepter parmi les fumeurs de cigares que j'aime les cigares. C'est parce que j'aime ça. Une appréciation personnelle. Exactement, personnelle. Parce que j'ai un cheminement, je fumais, j'étais dans le tabac avant. Dieu merci, grâce à mon fils, je reviendrai, j'ai arrêté. Il y a peut-être 7-8 ans maintenant. Donc là. Félicitations. Merci. Pas facile du tout, hein. Mais quand t'as un gamin de 3-4 ans qui te dit, cigarette pas bon, ou qui prend tes cigarettes et qui les jette, tu peux pas te fâcher, c'est ton fils. Bon, au bout d'une fois, 2 fois, 3 fois, tu te poses et tu dis, mais attends, mais il a peut-être raison, ce petit-là. Et c'est comme ça que j'ai commencé à arrêter. De fumer? De fumer, j'ai arrêté. C'est mon fils qui m'a mis dessus. Je crois qu'il regardait les trucs à la télévision, les cigarettes, c'était pas bon. C'est pas vrai. Non. Des fois, je lui en parle, et puis il me regarde, et puis il me dit oui. Mais, je veux dire, voilà, j'ai compensé, à la place, je m'autorise un cigare de temps en temps. Donc, du coup, c'est beaucoup moins nocif. Et puis, t'as pas autant de goudron, des trucs comme ça chimiques dedans. C'est quelque chose de beaucoup plus, j'ai failli dire sain, mais voilà, de moins nocif. De moins nocif. On va rentrer dans un truc très philosophique, hein. Tu vois, le moment que je passe avec toi aujourd'hui, à cette heure-ci là, qu'il est en ce moment, sous ce soleil-là, avec, voilà, c'est les délicieux parfums qu'il y a dans l'air, je vais jamais plus le rencontrer. Parce que, même si on se retrouve demain dans ce même salon, il n'y aura pas la même lumière. Tu n'auras peut-être pas le même maquillage, tu n'auras peut-être pas la même robe, il n'y aura peut-être pas le même café du salon. Donc, le moment qu'on traverse en ce moment, il est unique. Mais bon sang, il faut en profiter. Et on n'est pas en train de mettre le téléphone pour en profiter. Non, on en parle. On y va. Et souvent, la vie, il faut apprendre à apprécier chaque moment de sa vie. J'ai un ami aujourd'hui, quand il me parle, la dernière fois, j'ai eu les larmes aux yeux. Il m'a dit, lui, il a une maladie très grave. J'espère que ça va bien se passer, mais il y a un risque. Il me dit, profite de la vie, grand frère. Profite parce que, et quand lui, il le dit, il est plus jeune que moi, ça me déchire. Mais il le dit. Il dit, moi, si j'ai envie de faire quelque chose aujourd'hui, je le célèbre. J'ai envie d'aller faire un truc, mais il me dit, je vis chaque seconde de ma vie. J'en profite. Donc, quand lui, il me dit ça, moi, j'ai pas le droit de dire non, finalement, machin. Non. Il faut être. Tu vois que tout ce qu'on s'est dit est lié. Ça se tient. Quand on parlait d'être bienveillant avec soi-même, il faut apprendre à s'aimer. Faut pas se mettre trop de pression. Il faut faire ce que l'on peut. Fais ce que tu peux. Avec ce que tu as. Et puis le reste, là. Laisse la magie s'opérer. C'est le conseil que tu donnerais à quelqu'un qui est un petit peu sous la pression, sous le volcan, j'ai même envie de dire, de la réussite ou du burn-out. Oui. Fais faire ce que tu peux. Faut pas aller au-delà. Ça sert à rien d'aller au-delà de tes capacités parce que tu vas te faire mal. En prenant de l'âge, tu sais peut-être plus ce que tu veux, mais tu sais surtout ce que tu ne veux pas. Surtout. Donc à partir de là, tu as un équilibre qui fait que tu es beaucoup plus en paix avec toi-même. Et quand tu es en paix avec toi-même, ça se ressent, tu es plus en paix avec les autres. Bien sûr. Et tu es plus légitime, en fait, des fois, pour pouvoir, impacter. Tu te rends compte que tu ne vis pas pour toi, mais tu vis pour partager. Toi, c'est ça, oui. Impacter? Oui, pour moi, c'est ça. Aujourd'hui, si tu vois que j'ai accepté de pouvoir échanger avec toi ici, je me dis que dans ce podcast-là, il y a peut-être une personne, qui va entendre le message, qui va dire, mais tiens, je vais peut-être essayer ça. Et bien ça, pour moi, c'est la plus belle des récompenses. C'est la plus belle des récompenses pour moi aussi. Vraiment, je t'assure, c'est la plus belle des récompenses pour moi aussi. Et c'est vrai que parfois, on cherche la folie des grandeurs, toujours plus,
toujours plus de personnes qui nous suivent, toujours plus de personnes qui nous regardent, toujours plus de personnes, mais dans le fond, du fond, je pense déjà que c'est un trajet, c'est un parcours. Exact. Et je te remercie d'ailleurs Merci. platement d'avoir accepté l'invitation. Je remercie aussi Canal+, qui nous a permis de mettre cela en place. Absolument. Vraiment, on se rend pas compte, je pense aussi, en tant qu'individu, le spectre de notre impact. Exact. Je pense vraiment qu'il y a vraiment un travail à faire et c'est pour ça vraiment que pour moi, Pause de podcast, c'est aussi important de pouvoir libérer la parole, de pouvoir parler de ces choses-là, parler de ces instants où on touche le fond et on creuse encore, toutes ces fois où on essaie de s'accrocher pour grimper, mais on ne sait pas trop quelle liane attraper. Et c'est génial de pouvoir avoir des personnes de ton expérience, de ton spectre, justement, pour partager sincèrement et en toute transparence. Mais tu mets les gens à l'aise aussi, donc je fais attention même à ne pas trop en dire parce que je me sens tellement bien à échanger avec toi que bon voilà quoi. C'est une bonne chose. Merci beaucoup. Effectivement, ton fils a eu un impact profond sur toi, au-delà du fait juste que ce soit ton enfant. C'est clair. Mais je pense aussi que justement, tu as cette finesse de pouvoir comprendre ça, et ça, c'est pas toujours le cas dans la parentalité. C'est clair. Et c'est vrai que c'est pas évident d'être parent. Absolument. Il y a pas de mode d'emploi. Et on rebondit beaucoup sur ton fils, donc j'ai envie de rebondir sur ces personnes-là. Bon, il a 16 ans maintenant, il me dépasse de ça. Mais les enfants d'aujourd'hui sont vraiment non. Vraiment non. Ils sont insolents. Il a 16 ans, voilà. Il passe le bac, là, dans le bac de français la semaine prochaine. Et bien bon, ça fait plaisir de voir les enfants. Il a une petite sœur qui a 14 ans, qui va être en 3e également, qui va passer le DNB là. D'accord. Non, aujourd'hui, pour moi, c'est mes véritables boussoles. Aujourd'hui, ma fille, elle est capable, et ça depuis longtemps, un regard de savoir si je vais bien ou pas. Un regard. Les filles, elles ont beaucoup plus on va dire quoi, de finesse. Moi, j'ai vu, voilà, il y a 2 ans entre eux, voilà. À partir du moment où ma fille est rentrée dans ma vie, elle a changé ma vie. J'ai mieux compris les femmes. Parce que un bébé qui évolue, qui grandit, ses réflexes, la manière dont je lui parle, ou bien je comprends qu'elle a une sensibilité spéciale qui m'a transformé en fait. Qui m'a transformé, oui. Je veux dire, elle a beaucoup d'intuition, ma fille. Je me rappelle, il y a un exemple tout simple. J'étais encore chez Orange et je devais partir en mission. J'ai traîné comme un fou. Je devais partir l'après-midi. J'ai traîné, je suis rentré à la maison finalement. Il était 17h. Et en termes de sécurité, on ne peut pas prendre la route après 17h. Et moi, ça m'embêtait. Je voulais quand même partir parce que je voulais commencer mon travail tôt le matin, quoi. Et il pleuvait. Ma fille devait avoir 3 ans. Il pleuvait. Elle a commencé à pleurer. Mais pleurer comme pas possible. Donc, je la prends dans mes bras, elle me dit, pas partir. Elle me dit, ok, je regarde. C'est là où j'ai pris conscience. C'est là où j'ai pris conscience qu'il ne fallait pas y aller, quoi. Ça peut paraître du bon sens, mais elle me sent, ma fille. Et je la sens également aussi. Souvent, sans avoir besoin de se parler, on se comprend. Donc, parler d'impact des enfants, moi, je le ressens tous les jours. Au-delà justement de la génétique, comment est-ce que tu as créé ce lien-là avec tes enfants aussi profond, tu penses? Wow, c'est une bonne question ça. Bon, moi j'ai eu un père qui était dans le gouvernement, qui a été dans le gouvernement, je vais dire, du fait, c'était un homme important, on va dire, qui avait beaucoup de responsabilités. Et il a toujours fait face à ses responsabilités, c'est-à-dire nos études, tout ce qui concerne, que ce soit mes frères et sœurs ou nous-mêmes, ou moi-même, il a toujours fait son devoir. Et ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup admiré. Mais à contrario, en termes de proximité, c'était pas le papa qui va venir te faire sauter sur ses genoux
il n'a pas le temps, il est occupé. Mais tu sais qu'il t'aime, en fait. Et Ouais. je pense que c'est de là que ça vient, si tu veux, ce désir-là d'être, enfin, comment te dire, ce que je n'ai peut-être pas reçu, mais de pouvoir faire en sorte que mes enfants n'en manquent pas. Quoi. Donc moi, mes enfants, c'est mes potes depuis qu'ils sont dans ma vie. On sort, on va les week-ends, on va jouer, Vous allez en vadrouille. on va bouffer, voilà, depuis, je pense qu'on a eu cette complicité-là qui, moi, m'a apporté un bel équilibre et qui, eux, leur ont fait comprendre que même si je suis le papa, voilà, je peux taper sur la table et tout, je reste accessible. Ils peuvent me dire tout ce qu'ils veulent. Je pense Tout que ce c'est qu'ils veulent. tout ce qu'ils veulent. C'est-à-dire, quand je dis tout ce qu'ils veulent, c'est pas mal de parler, c'est pas ça. Oui, c'est non, dans le bien sens, sûr. si tu n'as pas fait en sorte que ton enfant puisse se confier à toi, il va se confier à quelqu'un d'autre. Et c'est dommage. Je suis conscient qu'il y a des choses qu'ils ne me diront pas parce que je ne sais pas. Mais je sais qu'il y a beaucoup de choses qu'ils me partagent. Que j'aurais peut-être pas partagé moi avec mes parents si j'avais leur âge. Donc ça, déjà, j'en suis satisfait, je suis reconnaissant. Bah, tu peux, hein. Parce que laisse-moi te dire que c'est assez, ça reste particulier justement de nos jours, parce que voilà, les moments familiaux peuvent très facilement être balayés. Voilà, les horaires de papa ou de maman, dans la configuration du sous-continent en Afrique. On a les nounous. Parce que les parents travaillent ou parce que justement il y a d'autres activités extra-familiales. Je ne rentre même pas dans les X, les Twitter, les Insta, les TikTok qui nous éloignent. C'est marrant que tu parles de ça. Je me suis interdit quand on mange d'avoir mon téléphone à côté de moi. Interdit? Interdit. Parce que je savais, ça pour le coup je suis assez fier de moi, je me disais que quand ils vont avoir 15-16 ans, qu'ils auront l'âge d'avoir un portable, s'ils me voient tout le temps à table en train de triturer mon téléphone, qu'est-ce que je vais pouvoir leur dire? Tu fais la même chose. Donc, depuis, donc ça fait quoi? Depuis quoi? 10 ans? Je n'ai jamais pris le téléphone à table. Jamais. Jamais? Quand on mange, oui, on mange. Le téléphone est loin. Tu peux être fier de toi parce que, non, à croire que tu as vu vraiment ce qui est arrivé. Oui. C'est vraiment louable. J'ai même envie de dire. J'ai même envie de dire. Tu sais, l'équilibre entre la vie familiale et la vie professionnelle, tu en as parlé tout à l'heure, j'ai envie de rebondir dessus. Mes collaborateurs, sauf cas de force majeure où on est obligé de bosser peut-être jusqu'à 21h, 22h parce qu'il y a une urgence, mais c'est exceptionnel. Quand l'heure est venue, là, allez vous consacrer à vos familles, allez vous consacrer à vous. Tout le monde rentre. Allez, on rentre. Ça sert à rien de vouloir me plaire en restant à 21h, 22h, ça ne sert à rien. Mais par contre, produis, quoi. Pendant que tu es au boulot, délivre. C'est beaucoup plus intéressant de travailler de cette manière-là parce que tu arrives à démontrer, en fait, à tes collaborateurs qu'il faut arriver à avoir un équilibre. Oui. Le temps où on bosse, mais il vous reste du temps pour vous consacrer à vous, pour vous consacrer à vos familles, pour vous consacrer à vos loisirs et autres. Mais le résultat, c'est ça, c'est d'arriver à trouver cet équilibre-là. Et c'est hyper important. Pour toi, quel a été justement ce déclic-là de l'importance de cet équilibre ambition professionnelle et bien-être? Le déclic, alors, je pense que c'est l'arrivée de... je vais en revenir encore aux enfants. Hein. Ce sont les MVP du sujet d'aujourd'hui. C'est l'arrivée de mon fils parce que, je sais pas, peut-être que les parents se reconnaîtront dans ce que je dis. La première partie de ta vie, tu vis pour toi. Tu vis pour toi, tu manges, tu danses, tu dors, tu fais ce que tu veux, machin et tout. Mais à partir du moment où ce petit être-là arrive dans ta vie, tu te rends compte que tu ne vis plus pour toi. Hein. Déjà, quand tu t'es marié, tu vivais pour vous deux, tu vivais pour ta femme et toi, mais quand l'enfant est là, il devient la priorité. Parce que c'est là où tu te projettes pour te dire, mais tiens, il faut que je lui donne la meilleure éducation, qu'il fasse les bonnes écoles, qu'il arrive à avoir les armes pour pouvoir lui-même faire les meilleurs choix dans la vie. Il y a une phrase que j'ai retenue, c'est que l'éducation, c'est d'apprendre à l'enfant à donner la bonne réponse, même lorsqu'on n'est pas dans la pièce. C'est ça. Can you say it again for the people in the back? L'éducation, c'est l'art de donner à l'enfant les armes, en fait, pour pouvoir donner la bonne réponse, même quand on n'est pas dans la pièce. Ainsi,
il va se retrouver avec peut-être des gens, peut-être peu recommandables. Ah tiens, tu veux une cigarette? Non, non, je veux pas. Ah bon, mais tu veux pas un peu de drogue? Non, ça m'intéresse pas. Tu veux pas qu'on aille faire la fête à l'Arrière-Cour? Non, je veux pas. On n'est pas là. Mais l'enfant tout seul n'a pas envie. Quand tu arrives à ça, tu sais que tu as donné une bonne éducation à ton enfant. Et ça, c'est un travail de tous les jours. J'ai fait une super école, Mermoz. Il y a des gens qui ont réussi, qui ont super bien réussi. Oui. Il y a des gens qui devaient aller beaucoup plus loin que ça. Mais qui, quand ils se sont retrouvés dans des environnements, dans des universités, dans des coins en Europe ou aux États-Unis, ça n'a pas fonctionné. Parce que peut-être qu'ils avaient été trop pouponés. Les choix qu'ils ont fait à l'extérieur leur a desservi, tu penses. J'en profite pour remercier mon papa et ma maman. Non, moi, je suis partie chez mes parents très tôt pour le sport de haut niveau à 13 ans. Et effectivement, quand on se retrouve lâché dans la nature, si on peut dire ça comme ça, même si malgré tout, on a le cadre, les appels, on se voit. Et c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Et je pense que si j'avais pas eu ces bases-là, nous ne serions pas là sur Pause le podcast. J'aurais fait d'autres choix de vie, donc je le fais pas souvent. Papa, maman, merci. Merci pour tout. En tout cas, merci à tous les parents. Merci, mais merci pas, exactement, merci à tous les parents. Merci à tes parents qui ont formidablement travaillé quand on voit le résultat. Enfin, je veux dire, à tous les parents, moi aujourd'hui, des fois, quand je prenais la parole dans certains keynotes, tu poses la question, tu dis, mais c'est qui vos modèles dans la vie et tout? Donc tu entends, oui, moi c'est Obama, moi c'est telle personne. Tu leur demandes, mais pourquoi? Ah non, parce que voilà, il est fort, il a fait ci, il sait prendre des décisions, machin, et ça. Il dit, mais c'est super bien, hein. C'est bien, bravo, non, mais je suis d'accord avec vous, quoi. Et votre papa, c'était quoi son truc? Et puis tout d'un coup, les gens commencent à expliquer. Ah oui, moi, mon papa, il était comme ça. Ah, ma maman, il était comme ça. Mais tu n'es pas fier de ça? Si, mais quand même, je fais ta. Ah. Quand tu t'assois avec un peu de recul, tu regardes comment est-ce qu'ils ont fait des sacrifices pour que tu sois là. Comment est-ce qu'ils ont fait en sorte de pouvoir, en fait, te donner ce qu'ils avaient de plus important. Mais tu ne peux qu'être admiratif. La plupart, en tout cas, de moi, tous les succès, des fois, de mon programme que j'accepte, il n'y a aucun souci. Enfin, ça n'aurait jamais été possible si je n'avais pas eu une bonne équipe. C'est pour ça qu'à chaque fois, on pense que c'est parce que je veux jouer les personnes humbles. Non, c'est parce que je le pense vraiment. Le succès, il est collectif, il n'est pas individuel. Aujourd'hui, je veux dire, la transformation qu'on a faite sur le digital, au niveau des précédentes fonctions, c'est parce que chacun a fait son boulot correctement. En 2010, à Orange, j'avais un programme qui s'appelait le Talent Sharing, je ne sais pas s'il existe toujours, où on prend un agent, il va dans un pays, en Jordanie, à Londres, au Sénégal ou en France, et il passe soit 3 mois, 6 mois, 12 mois, enfin voilà, pour donner ce qu'il sait et apprendre des autres également aussi. D'accord. Donc, moi, j'ai atterri à Paris pendant 18 mois, et en bon ivoirien, au tout début, donc voilà, là-bas, le boulot, ça se termine quoi? C'est à 17h, non? 18h? 17h, voilà. 17h30. Voilà, 17h, exactement. Et donc, moi, en bon ivoirien, je voulais montrer que j'en faisais un peu plus, quoi. Et je quitte à 18h30, 19h. Genre, j'ai du boulot, quoi, tu vois, je fais les trucs. Je charbonne plus que je charbonne plus et tout, quoi. J'étais fier, quoi. Au bout d'une semaine, il y a ma responsable qui m'appelle, qui me dit, mais attends, Saïd Foulaye, on a remarqué que tu quittais le bureau 18h, 19h, tout ça. Tu as un problème? Je dis, non, pas du tout, je travaille. Moi, je m'attendais à des félicitations, quoi. Oui. Il me dit, il y a un problème? Je dis, non. Il dit, mais le boulot, c'est jusqu'à 17h. Après, c'est fini, quoi. Il faut arrêter. Il faut te consacrer à toi-même. Hein. Il faut pas, si tu continues à bosser, c'est que tu n'arrives pas à pouvoir travailler dans la journée. Donc, je me suis dit, mais attends, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Au lieu de venir me féliciter parce que ça s'est retourné plutôt contre moi, parce que ça veut dire que je ne contrôlais pas mon temps de productivité. Et ça m'a bouleversé, mais positivement. Parce que la leçon, c'est que si tu n'es pas capable de produire pendant le temps qui est imparti, c'est que tu as vraiment un problème, en fait. Donc, ça sert à rien de vouloir faire le faillot, genre tu vas terminer à 20h, ça ne sert à rien. Et donc, ça a été une de mes règles depuis, fondamentalement formidable dans le management, c'est que toi, tu es celui qui claque l'étincelle. Tu as la vision, tu claques l'étincelle, et puis tu mets les personnes dans les rangs, et puis chacun partage, et vous interagissez ensemble pour atteindre quelque chose, et puis quand vous les transformez, c'est quelque chose de fantastique. Après un travail d'aussi longue haleine,
cette transition-là, RTI, Canal+, ça a dû être assez profond, non? Ah oui, bah, ouais, parce que bon, quand même, j'ai passé 9 ans à la RTI, on a tissé des liens. C'est pareil aussi, quand je quittais Orange pour venir à la RTI, c'était un gros changement parce que j'ai commencé à Côte d'Ivoire Télécom, ensuite Orange qui était, on va dire quoi, qui est la suite en fait de Côte d'Ivoire Télécom, on parlait. L'extension. Et c'est ça. Et donc le truc, c'est que quand tu as ce genre d'éléments-là, il faut pouvoir arriver à accepter. Il faut pas quand des fois tu as l'émotion parce qu'il y a de vrais liens qui sont créés, il faut pouvoir l'accepter, échanger avec les gens et puis move, on va dire move. To move on, just move to on. move on, Voilà, move forward. Il faut move on. Et puis se donner la chance de pouvoir, et c'est ce qui se passe en ce moment, d'ouvrir, de s'émerveiller, de comprendre. Et puis surtout, quand tu viens dans ce genre de nouveau poste, des fois tu as envie de changer les choses, tu dis ah mais tiens, non. Ça, des fois il faut prendre le temps de comprendre et d'écouter. Et je trouve que c'est quelque chose de formidable. Moi, je suis arrivé dans un groupe, je veux dire que je connaissais de l'extérieur simplement, mais à l'intérieur, je veux dire, j'ai rencontré des personnes hyper humaines, qui se soucient vraiment, je veux dire, voilà, que ce soit les équipes à Paris ou à Abidjan, qui se soucient vraiment du bien-être des collaborateurs. Il y a une dynamique, à une émulation, c'est vraiment qui tire vers le haut et qui je trouve vraiment fantastique aujourd'hui. Et puis j'ai la chance aussi de bosser avec une équipe qui est vraiment formidable aussi. Faire un boulot qui te plaît, dans lequel tu t'épanouis. Je dis mais ça c'est Dieu merci. Comme me disait un de mes anciens managers que j'apprécie beaucoup, Amadou Bakayoko, il disait il faut garder les yeux sur la balle. Il avait compris que j'aimais le tennis. Il dit il faut pas te laisser distraire. Il faut garder les yeux sur la balle en fait. Si tu perds là, c'est mauvais. Voilà, il faut et je pense que c'est ça quoi. Et souvent quand on a les objectifs qui sont donnés, tu les prends et puis tu les jettes quelque part là. Et puis après, au bout de 6 mois, tu dis en fait non, c'est pas comme ça. Chaque mois, tu mets tes yeux dessus là, tu regardes. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est aligné? Est-ce que machin? On est dans le bon. Est-ce qu'on est dans le bon sens et tout ça? La première chose qu'il faut faire quand tu as ton salaire, c'est toi qui as bossé, c'est toi qui as trimé. Enlève ta part. Tu le fais, après, bon, je veux dire, tu as les études des enfants, tout ça, machin. Mais symboliquement, c'est pas quand tu as enlevé tout, que tu regardes, tu dis, bon, il reste là, je vais prendre. Non. Même si ce n'est que 10 000, tu enlèves ta part. C'est extrêmement important de pouvoir entretenir le rituel autour de cela. C'est vrai qu'on néglige beaucoup cela et au-delà de ça, il y a, bien évidemment, toutes les maladies cardiovasculaires qui se développent, les cancers, les AVC, la santé mentale est quelque chose d'extrêmement tabou. Bien sûr. Un gros mot qui fait peur, je pense, par ignorance et aussi parce que ce sont des mots fourre-tout maintenant. Bien-être, pleine conscience, santé mentale. Et c'est vrai que c'est pas évident de toujours trouver l'équilibre ou même de pouvoir sensibiliser certaines personnes. Attendez. Le burn-out, vous pensez que c'est un nom américain, machin. Ça existe. Il y a des gens ils ont tellement de pression qu'ils pètent un câble. Ça arrive. Ah, bien même. Bien. On parle de bien-être, c'est hyper important. Là, tu parlais un petit peu du tennis. On parlait du surpoids avant de lancer la caméra. No shade. Oui. C'est un coup bas. Non. On disait juste que le tennis était ton sport de prédilection. Oui. Est-ce qu'on peut dire ça? Oui. C'est déjà, le tennis a pour, pour réputation d'être élitiste. Oui. Injustement, ouais. Injustement. Et au-delà de cela, il y a aussi le fait que, c'est pas un sport qui est particulièrement médiatisé ou qui a été particulièrement médiatisé à comparatif d'autres sports. Donc, j'étais super surprise de qu'est-ce que t'apporte le tennis, pourquoi le tennis? Le tennis, j'ai commencé quand j'avais 13-14 ans avec mon petit frère. On habitait en zone 4, à rue Paul Langevin, et notre club, c'était l'Athletic Club. D'accord. Quand on était petit, il n'y avait pas de Yango, il n'y avait pas de trucs et autres. Donc, on prenait la route, on marchait. C'était pas très loin, je veux dire. On marchait, on arrivait là-bas, on jouait, puis on rentrait. Donc,
c'est là que j'ai commencé à découvrir, à avoir l'amour de ce sport-là. Je pense que ce que ça m'apporte, c'est que c'est un sport où tu ne peux pas tricher. Ton premier adversaire, ça va faire très cliché ce que je vais dire, mais c'est toi-même. C'est d'abord toi-même. Comment est-ce que tu vas jouer? Comment est-ce que tu l'as dit tout à l'heure, tu vas, je veux dire, au niveau technique, tu vas t'employer à pouvoir faire passer tes coups et tout. Tu peux avoir quelqu'un qui n'est pas plus fort que toi, mais il va te faire douter sur 2-3 balles là. Tu vas commencer à balancer tes balles, tu perds ton match. N'importe comment. Et puis surtout, c'est un sport qui te permet de concentrer ton attention sur sur le jeu, sur la balle, qui te permet de vider ton esprit. Et une fois que tu as fini ta séance, c'est comme si chacun des problèmes que tu avais ou bien des sujets que tu devais traiter se remettait dans ton esprit, mais dans le bon ordre. Si tu n'as pas un exutoire, que ce soit le sport, que ce soit la danse ou bien la musique, où tu sais que chaque samedi de 10h à 11h, c'est pour moi et pour moi seul, ça va être compliqué. C'est des manières saines de pouvoir s'oxygéner, de pouvoir faire respirer son esprit. Et en plus, ça fait du bien à la santé. C'est une pierre deux coups. Toi, tu as eu ces moments de... Oui, quand j'étais plus jeune, oui. Les couacs de la vie. Non. Ces moments où on touche le fond. Oui, en fait, moi, la dernière fois où j'ai vraiment touché le fond, j'ai perdu mon père en 2004 et ma mère, j'ai perdu en 2012. Quand elle est partie, bon, j'étais triste, ça fait mal, t'as perdu ta mère et tout. Mais je n'avais pas encore compris, en fait, ce qui se passait. Tu sais que t'as perdu ta mère et tout ça, quoi. Tu reviens dans ton environnement et c'est là où tu comprends que tu ne vas plus voir la personne. Tu vas plus l'entendre. Et il y a une révolte qui se dit, mais c'est injuste. Et moi, je veux dire, je suis passé, j'ai vraiment touché le fond à ce moment-là parce que j'ai perdu ma meilleure amie, ma confidente. Je veux dire, voilà, ma mère, c'était tout pour moi. Et c'est avec le temps que la douleur a vraiment commencé à s'installer. Et quand c'est comme ça, ben, je sais pas comment te dire, si tu fais pas attention, tu dérapes, en fait. Parce que tu sombres. Voilà, c'est le mot, tu sombres. Mais, il y a un élément qui est là fondamental, et là on sort même du domaine du professionnel dont on parlait, c'est le côté spirituel. Il faut savoir remettre toute chose en fait au Créateur. Mon frère m'a dit un truc hyper important, il m'a dit, mais est-ce que toi tu peux dire que tu aimais maman plus que Dieu? Je lui dis non, c'est vrai. Il dit, ben alors, s'il la rappelle près d'elle, c'est son droit. Je me suis dit, il a dit ça pour me calmer, mais au fur et à mesure que, tu vois, le temps passait, cette phrase-là commençait à m'habiter et je commençais à la comprendre, tu vois. Et c'est là, à un moment donné, où tu te départis de toi, ce qui te manque, de manière égoïste, parce que tu la vois pas, machin, et tu penses plus à elle, qui est dans une nouvelle vie que Dieu a rappelée. Donc, tu vois que ça te permet de faire un peu la part des choses et tu acceptes un petit peu mieux et puis tu recommences à émerger. On dit souvent le temps guérit. Est-ce que tu dirais, de par ton expérience, que c'est le cas ou pas? Parce qu'il y a les fameux 7 stades de la guérison du décès. Ça passe ou pas avec le temps? Moi, je pense que ça passe jamais vraiment. Parce que, tu vois, c'est certes, tu apprends à accepter, donc la douleur est beaucoup moins aiguë. Avec le temps, c'est possible. Mais, tu vois, quand il y a certains, comment dirais-je, certains événements qui arrivent, positifs même, où tu penses fortement, tu dis, ah, j'aurais aimé qu'elle soit là. Ou j'aurais aimé que mon père soit là. Tu vois? Sur le coup, ça pique. Mais, ça fait qu'ils sont toujours là, en fait. Ils sont toujours là. Ils sont toujours dans ton cœur. Ils sont toujours présents. J'ai envie qu'ils soient présents, en fait. Donc, pour moi, ils sont toujours là, en fait. La douleur, en fait, se transforme en quelque chose de beaucoup moins piquant, mais il y a toujours ce petit, pas ce petit regret-là, mais ce point où tu fais le lien avec le spirituel. Parce que tu sais qu'ils sont retournés vers le Créateur. Et comme le Créateur est partout, et bien le Créateur, à travers lui, ils sont là. Je ne sais pas si tu oui, je vois le point. Donc, du coup, tu as une meilleure acceptation. En gros. Même si tu sens que tu dis, ouais, j'aurais aimé qu'ils soient là et tout,
machin. Oui. Tu le sens de manière différente. Beaucoup plus dilué, c'est peut-être un grand mot, mais beaucoup plus tamisé, on va dire. Exactement. Beaucoup plus tamisé. Exactement. Il y a un concept dans le concept de Pose le podcast D'accord. qui s'appelle la question que l'invité précédent pose à l'invité suivant. L'invité précédent te demande quelle est la difficulté la plus coriace à laquelle tu as dû faire face depuis que tu exerces ce métier. C'est mon impatience. Really? Oui, j'ai tendance à être impatient. C'est mon défaut, hein, avec moi, avec les autres. Et donc, j'ai beaucoup travaillé dessus. Beaucoup travaillé. Autant? Oui. L'impatience, c'est quoi? C'est de vouloir obtenir un résultat le plus vite possible. Alors qu'en réalité, il y a des sujets, il y a on va dire même des personnes qui ne fonctionnent pas à la même vitesse que toi. Et donc, il faut pouvoir relativiser et puis comprendre vraiment le temps de l'urgence là. Est-ce que c'est pour moi vraiment ou bien est-ce que Et une fois que tu as compris ça, tu deviens beaucoup plus intéressant pour pouvoir challenger tes équipes parce que tu as la véritable image et l'espace-temps. Tu n'es pas en train de les challenger parce que toi-même tu es... Non. Ça, tu apprends à savoir aussi espérer certains résultats dans le temps vis-à-vis de toi-même. Vous savez, le travail sur soi, c'est quelque chose de continu. Et ça, j'apprécie cette question-là. Je pense que c'est l'impatience. Et tu en es où par rapport à ça? Non, aujourd'hui, ça va. Il y a un élément qui est vis-à-vis de moi-même. J'ai certains résultats très positifs que j'ai pu recueillir vis-à-vis de ça. Et puis vis-à-vis des autres également aussi. Il faut pouvoir comprendre comment les autres fonctionnent. Et en fonction de ça, il y a des leviers qui peuvent être intéressants à pouvoir activer, qui eux-mêmes leur rendent service parce que ça leur permet de progresser, tout comme toi tu as progressé sur certains éléments. Tout à fait. Je te remercie beaucoup, Saifullah. Merci. J'ai pas envie qu'on arrête. Je t'assure. j'ai tellement de questions. Non, mais vas-y. Mais déjà, on est hors timing. C'est vrai. Et en plus de ça, il faut que tu reviennes. C'est décidé. Non, mais avec grand plaisir. Va falloir que tu reviennes, d'autant plus que c'est ton premier exercice de podcast. Oui, absolument, je te confirme. C'est la première fois que je me livre comme ça dans un podcast. Mais c'est un exercice intéressant parce que tu poses de très belles questions, des questions très profondes. Ah, merci. Merci, c'est gentil, ça me touche. Mais c'est génial de pouvoir voir le parcours, de pouvoir avoir cet entretien aussi profond. Merci. C'est moi qui te remercie, vraiment. C'est nous qui t'écoutons, qui te regardons, que tu inspires, je pense, de près comme de loin. Merci. L'humain que tes parents t'ont donné, je pense que tu as pris le relais et que tu le passes. Alors, c'est très important pour moi de te dire merci. Merci pour eux, merci pour nous et félicitations. Merci, Charles. Je t'en prie, vraiment. Merci, j'ai passé un très bon moment, très instructif aussi parce que tu poses des questions qui font réfléchir. Et je pense que ce format-là, je lui souhaite une longue vie parce que il sort de l'ordinaire et je pense qu'il permet de toucher des choses essentielles. Et je pense que c'est comme ça qu'on transforme, qu'on impacte, parce que tu as beaucoup d'impact, qu'on transforme son environnement. Et longue vie à ce podcast, il faut continuer. Merci. Et bienvenue au prochain qui va se passer à l'exercice. C'est tout pour aujourd'hui. C'était Charles Matouba, accompagné de Monsieur Saifullah Koné. Et surtout, n'oubliez pas, messieurs, dames, prenez soin de vous, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. That was nice, hein? C'est vrai? Ouais! Merci.